Culture, 9h05, place à tous les voyages. Voyage dans la pensée, voyage à travers les éléments, voyage jusqu'en terres australes, ce sera à 10h05, et tout de suite, départ au long cours avec un brasseur de songes, un rêveur de mots, Gaston Bachelard. Il y a 120 ans, naissait Gaston Bachelard. Monsieur Bachelard, comment ça va? Gaston Bachelard, 1884-1962, rediffusion, histoire et formation de l'esprit scientifique. 2 parties. Gaston Bachelard, bis, archives, 1947-1962. Cette semaine, la philosophie du nom, précédée de Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, radio. Aujourd'hui, l'en-soi, le pour-soi, le chez-soi. C'est l'espace. Ce n'est même pas l'espace, si vous voulez, des grands philosophes. Voilà, Malebranche qui nous parle d'espace intelligible, des infinis. Je ne vis pas dans l'infini, car dans l'infini, on n'est pas chez soi. Les vraies maisons du souvenir, les maisons où nos rêves nous ramènent, les maisons riches d'un fidèle onirisme, répugnent à toute description. Les décrire, ce serait les faire visiter. Du présent, on peut peut-être tout dire, mais du passé. La maison première et oniriquement définitive doit garder sa pénombre. Elle relève de la littérature en profondeur, c'est-à-dire de la poésie, et non pas de la littérature diserte qui a besoin du roman des autres pour analyser l'intimité. Tout ce que je dois dire de la maison de mon enfance, c'est tout juste ce qu'il faut pour me mettre moi-même en situation d'onirisme, pour me mettre au seuil d'une rêverie où je vais me reposer dans mon passé. Alors j'ai pu espérer que ma page contiendra quelques sonorités vraies. Je veux dire une voix si lointaine en moi-même qu'elle sera la voix que tous entendent quand ils écoutent à fond de mémoire, à la limite de la mémoire, au-delà peut-être de la mémoire, dans le champ de l'immémorial. On ne communique aux autres qu'une orientation vers le secret, sans jamais pouvoir dire objectivement le secret. Le secret n'a jamais une totale objectivité. Dans cette voie, on oriente l'onirisme, on ne l'accomplit pas. À quoi servirait-il, par exemple, de donner le plan de la chambre qui fut vraiment ma chambre? De décrire la petite chambre au fond d'un grenier, de dire que de la fenêtre, à travers l'échancrure des toits, on voyait la colline. Moi seul, dans mes souvenirs d'un autre siècle, peux ouvrir le placard profond qui garde encore, pour moi seul, l'odeur unique, l'odeur des raisins qui sèchent sur la claie, l'odeur du raisin. Odeur limite. Il faut beaucoup imaginer pour la sentir. Mais j'en ai déjà trop dit. Si je disais davantage, le lecteur n'ouvrirait pas dans sa chambre retrouvée l'armoire unique, l'armoire à l'odeur unique qui signe une intimité. Pour évoquer les valeurs d'intimité, il faut paradoxalement induire le lecteur en état de lecture suspendue. C'est au moment où les yeux du lecteur quittent le livre que l'évocation de ma chambre peut devenir un seuil d'onirisme pour autrui.
Alors, quand c'est un poète qui parle, l'âme du lecteur retentit. Elle connaît ce retentissement qui rend à l'être l'énergie d'une origine. Gaston Bachelard, La poétique de l'espace. De tous les livres de Gaston Bachelard, La poétique de l'espace, publié en 1957 aux Presses universitaires de France, est sans doute l'un des plus tendres et des plus chaleureux, en même temps qu'il marque un tournant sur le plan théorique. Bachelard veut rompre ici avec l'attitude prudemment objective qu'il a jusqu'alors adoptée face aux images poétiques et s'intéresser désormais à la naissance de l'image dans une conscience individuelle. Ainsi aura-t-il une chance de comprendre son retentissement dans d'autres consciences, son caractère transsubjectif. Or l'image n'a pas besoin d'un savoir, l'image est avant la pensée. Et pour la saisir dans sa simplicité, dans sa fulgurance, il nous faut nous déphilosopher, écarter tous les entraînements de la culture. La philosophie, dit Bachelard, nous mûrit trop vite et elle nous cristallise dans un état de maturité. Comment dès lors, sans se déphilosopher, espérer vivre les ébranlements que l'être reçoit des images nouvelles, des images qui sont toujours des phénomènes de la jeunesse d'être. En fait, sous le nom de phénoménologie, Bachelard inaugure dans la poétique de l'espace une méthode qui représente un risque pour un rationaliste, puisqu'elle suppose l'abandon du savoir trop raide et de la langue de bois des philosophes. Gaston Bachelard a parlé de son livre à la radio au cours d'un entretien avec Paul Chavas, diffusé le 21 février 1959. J'ai fait jadis un livre où il y avait le mot espace dans le titre, la physique de l'espace ou l'expérience de l'espace dans la physique contemporaine. Le présent livre est tout à fait différent. Il veut montrer que l'espace a des qualités de refuge, des qualités de protection où l'homme va non pas tant penser que rêver. Il faudrait donc qu'il y ait ici encore un sous-titre qui indique qu'il s'agit de la physique, de l'espace physique d'un rêveur. Vous voyez ? Et c'est pour cela qu'il faut considérer ce livre-là comme un livre de philosophie un peu fantaisiste, où on ne démontre rien et où on essaie de suggérer quelque bonheur de bien habiter sa maison. Vous voyez ? C'est ça, et c'est en même temps, j'ai l'impression, une recherche qui vous rapproche du monde de la création poétique. Ah, nécessairement. Les documents que j'ai pris ne sont pas des documents personnels. Je ne suis pas un poète, et par conséquent, je ne pourrais pas, moi seul, habiter poétiquement un espace, même le plus heureux des espaces. Par conséquent, tous mes livres sur l'imagination, celui-là aussi, sont faits à partir de documents pris chez les poètes. Le mot poète est tout à fait général. Il y a des prosateurs qui sont naturellement de très grands poètes. Vous verrez par exemple dans ce livre de nombreuses références à un romancier que j'estime à mettre au premier rang, Henri Bosco. Alors naturellement, vous voyez, le mot poète doit être tout à fait élargi. Mais il n'y a dans ce livre nulle trace d'une pensée scientifique. Si vous voulez un peu regarder la table des matières, vous verrez qu'il s'agit évidemment d'une enquête qui est une enquête de sensibilité. C'est ça, mais vous terminez par des chapitres qui sont des réflexions plus générales à partir de ces... plus philosophiques, mais il n'en est pas moins vrai que ces réflexions ne doivent rien à la géométrie. Comprenez-vous ? C'est l'espace. Ce n'est même pas l'espace, si vous voulez, des grands philosophes, Malebranche qui nous parle d'espace intelligible, des infinis. Je ne vis pas dans l'infini, car dans l'infini, on n'est pas chez soi. J'ai fait, si vous voulez, mon enquête pour montrer que les espaces, la poétique de l'espace, est une poétique de l'habitation heureuse. C'est un livre optimiste.
Si nous devions être architectes de la maison onirique, nous hésiterions entre la maison tierce et la maison carte. La maison tierce, la plus simple à l'égard de l'essentielle hauteur, a une cave, un rez-de-chaussée et un grenier. La maison carte met un étage entre le rez-de-chaussée et le grenier. Un étage de plus, un deuxième étage, et les rêves se brouillent. Dans la maison onirique, la topo-analyse ne sait compter que jusqu'à 3 ou 4. De 1 à 3 ou 4 s'en vont les escaliers, tous différenciés. L'escalier qui va à la cave, on le descend toujours. C'est sa descente qu'on retient dans les souvenirs. C'est la descente qui caractérise son onirisme. L'escalier qui monte à la chambre, on le monte et on le descend. C'est une voie plus banale. Il est familier. L'enfant de 12 ans y fait des gammes de montée, faisant des tierces et des quartes, tentant des quintes, aimant surtout 4 marches par 4 marches, faire ses enjambées. 4 à 4 monter l'escalier, quel bonheur rural. Enfin, l'escalier du grenier, plus raide, plus fruste, on le monte toujours. Il a le signe de l'ascension vers la plus tranquille solitude. Quand je retourne rêver dans les greniers d'antan, je ne redescends jamais. J'ai commencé par montrer que la maison, la chambre, la maison c'est trop grand, c'est pas. La chambre était, si vous voulez, quasiment un corps, presque un corps maternel qui nous reçoit la nuit. Et alors, par conséquent, j'ai regardé, si vous voulez, enfin, la poésie du repos. Mon sous-titre, j'aurais dû mettre, n'est-ce pas, l'espace heureux, c'est l'espace où l'on se repose. Alors, c'est par la maison que j'ai commencé. Puis la maison, j'ai dit toutes ses puissances. Il y a des pages sur la cave et sur le grenier. J'ai montré que l'homme qui va au grenier est un homme plus solitaire. Un enfant va bouder dans le grenier. Hein? Vous n'avez jamais fait cela? Avez-vous eu un grenier dans votre vie? Bien sûr, heureusement. Bon, heureusement. Et les femmes ne vont pas à la cave de mon pays. Vous alliez à la cave? Eh bien voilà, par conséquent, vous voyez, voilà la maison qui est caractérisée d'une façon extrêmement sensible. Alors une fois que j'ai fait la maison, ça allait tout seul, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Alors le nid. C'est une maison, évidemment, le nid. Bon, là j'ai commencé par le nid. Pour le nid, chose curieuse, j'ai été tout de suite embarrassé. N'est-ce pas? Il y a des choses absolument ridicules. Les amoureux disent, nous serons heureux dans notre nid. Ben non, vous ne voyez pas des amoureux heureux dans un nid. C'est stupide, n'est-ce pas? L'image est banale. Mais si vous regardez, vous avez alors des poésies du nid. Le nid vrai, le nid des oiseaux. Mais alors j'ai eu beaucoup de peine à construire ce chapitre. Parce que je me butais à des leitmotifs. Après, j'ai fait un chapitre qui m'a causé beaucoup de peine, qui m'a demandé beaucoup de lecture, c'est la coquille. La coquille, vous voyez, alors c'est un espace très défendu, mais c'est un espace alors de repos. Alors, là, encore, il n'y a pas une idée à moi. J'ai épuisé toutes les images que j'organise dans les livres. Alors là, je suis un peu dévié des poètes. J'ai, par exemple, lu et commenté un étrange chapitre de Bernard Palissy qui avait, si vous voulez, la hantise de la coquille. Il imaginait qu'on allait faire une ville fortifiée, comprenez-vous, sur le plan d'une coquille. Alors tout ça est dans mon livre. Et ensuite, je suis venu, si vous voulez, à des espaces plus petits, mais qui sont valorisés. Alors les armoires. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a comme poésie d'armoire.
Maintenant, évidemment, le mobilier américain qu'on nous présente ne correspond pas à cette poésie que je voudrais défendre. Toute une armoire, il faut qu'elle soit vieille. Il faut qu'elle soit ancienne, il faut qu'elle soit en bois, en chêne, enfin, qu'elle ne soit pas d'hier. C'est ça, une part de mystère. Mystère. De souvenir. Et puis les cachotteries. Il n'y a pas de mystère sans cachotterie, n'est-ce pas? D'où le tiroir. D'où le tiroir, comprenez-vous? Les sachets, vous voyez, j'aurais pu là-dessus, j'avais beaucoup plus de documents que je n'en ai mis. Seulement, alors, c'est si évident que on aime avoir, si vous voulez, une boîte particulière pour les lettres. Je ne sais pas si ça se fait maintenant dans votre génération, mais les roses fanées, madame. Les rubans. Il n'y a plus beaucoup de rubans. Il n'y a plus beaucoup de rubans. Il n'y a plus beaucoup de rubans. Non, non. C'est ça, hein? Est-il un seul rêveur de mots qui ne résonnera pas au mot armoire? Armoire, un des grands mots de la langue française, à la fois majestueux et familier. Quel beau et grand volume de souffle! Comme il ouvre le souffle avec l'A de sa première syllabe, et comme il le ferme doucement, lentement, en sa syllabe qui expire. On n'est jamais pressé quand on donne au mot leur être poétique, et le d'armoire est si muet qu'aucun poète ne voudrait le faire sonner. C'est peut-être pourquoi, en poésie, le mot est toujours employé au singulier. Au pluriel, la moindre liaison lui donnerait 3 syllabes. Or, en français, les grands mots, les mots poétiquement dominateurs, n'en ont que 2. Et à beaux mots, belle chose. Aux mots qui sonnent gravement l'être de la profondeur. Tout poète des meubles, fût-ce un poète en sa mansarde, un poète sans meubles, c'est d'instinct que l'espace intérieur à la vieille armoire est profond. L'espace intérieur à l'armoire est un espace d'intimité, un espace qui ne s'ouvre pas à tout venant. Et les mots obligent. Dans une armoire, seul un pauvre dame pourrait mettre n'importe quoi. Mettre n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quel meuble, marque une faiblesse insigne de la fonction d'habiter. Dans l'armoire vit un centre d'ordre qui protège toute la maison contre un désordre sans borne. Là règne l'ordre, ou plutôt là l'ordre est un règne. L'ordre n'est pas simplement géométrique. L'ordre s'y souvient de l'histoire de la famille. Avec la lavande, entre aussi dans l'armoire l'histoire des saisons. À elle seule, la lavande met une durée bergsonienne dans la hiérarchie des draps. Ne faut-il pas attendre, avant de s'en servir, qu'il soit, comme on disait chez nous, assez lavandé? Que de rêves en réserve, si l'on se souvient, si l'on retourne au pays de la vie tranquille. En foule, les souvenirs reviennent, si l'on revoit dans la mémoire le rayon où reposaient les dentelles, les batistes, les mousselines posées sur de plus dures étoffes. L'armoire, dit Miloche, est toute pleine du tumulte muet des souvenirs. D'un mot, André Breton va ouvrir les merveilles de l'irréel. À l'énigme de l'armoire, il ajoute une bienheureuse impossibilité. Dans le revolver aux cheveux blancs, il écrit, avec la tranquillité du surréalisme, « L'armoire est pleine de linge, il y a même des rayons de lune que je peux déplier. » Comme c'est grand, agrandissant un vieux drap qu'on déplie, et comme la nappe ancienne était blanche, blanche comme la lune d'hiver sur le pré. En rêvant un peu, on trouve l'image de Breton toute naturelle. C'est une nécessité pour un poème de nous donner des images neuves. Remarquez qu'il suffit quelquefois d'une simple variation
Les plus vieilles images peuvent revivre, à condition qu'ils soient réinventés avec un élément peut-être impondérable, mais qui la change jusqu'à sa racine. Par conséquent, vous voyez, l'inattendu était pour moi, si vous voulez, la grande joie de la journée. Dans les 2 derniers chapitres de la poétique de l'espace, intitulés La dialectique du dedans et du dehors et La phénoménologie du rond, Bachelard développe l'idée que les images peuvent avoir une valeur ontologique. C'est par les images des poètes, plus que par les discours des philosophes, que nous avons une chance d'atteindre l'être dans sa profondeur, dans sa vérité. Les poètes sont les véritables métaphysiciens, des métaphysiciens concrets, actuels, actifs. Car lorsque Joël Bousquet écrit « On lui a dit que la vie est belle », non, la vie est ronde. Lorsque Van Gogh écrit « La vie est probablement ronde », lorsque La Fontaine écrit « Une noix me rend toute ronde », enfin lorsque Jaspers écrit « L'être semble rond en soi », de telles images nous aident à nous rassembler sur nous-mêmes, à affirmer notre être intimement par le dedans. Car vécu du dedans, sans extériorité, l'être ne saurait être que rond. Gaston Bachelard s'est exprimé sur les aspects philosophiques de son livre le 15 novembre 1957 au cours d'un entretien avec Jean Lescure, Jean Val et Pierre Cipriot. Mais j'aimerais peut-être maintenant que Jean Val nous dise cette tentative, cette émancipation que la philosophie contemporaine, en particulier la phénoménologie, a pu apporter à la poésie en incitant le poète à redonner à la chose vue toute sa vivacité et son caractère inattendu. Enfin, ouvrir le monde de la perception. Oui, je crois que Bachelard a voulu nous donner une métaphysique concrète et phénoménologique. Et il dit bien qu'il se méfie de toutes les conceptions causales. Il va très loin dans ce sens. L'image, en tant qu'elle l'intéresse, doit être vécue et vue, et on ne doit pas chercher sa cause. En fait, elle n'a pas de cause. Elle a un retentissement, et elle n'a pas de cause. Nous n'avons pas de démonstration à faire à des images. La raison n'a pas besoin d'images. Mais ce n'est pas ici mon problème. Et mon problème, c'est précisément de faire une ontologie de l'image, c'est-à-dire qu'une image séparée, une image qui vient de naître sous nos yeux quand on lit un livre inspiré, eh bien, c'est un bienfait du langage. Vous me disiez, mon cher, est sûr que j'explicitais le bonheur. Mais le bonheur, j'ai pas besoin de l'expliciter. Quand je sens qu'un poète vient me donner une image qu'il me plaît, elle serait même ravagée de tristesse, cette image, elle contient un bonheur. Elle contient le bonheur de s'exprimer comme on ne sait jamais s'exprimer. Oui. Je crois que c'est là, précisément, cette ontologie de la vie parlée que je trouve comme dominante vis-à-vis de la vie vécue. Je suis d'accord en partie avec vous. En ce sens que ça c'est déjà beaucoup. Oui, en ce sens que je trouve que c'est très bien qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler un existentialisme heureux. Hein? Maintenant, oui, cette vie parlée, pour moi, elle n'a de valeur qu'en même temps qu'elle a des enracinements profonds dans la vie vécue. Je crois que si la parole n'était que la parole, ce ne serait pas ce que nous cherchons. Votre logos, vous parlez toujours. L'homme, c'est l'être parlant. C'est la première définition. Mais oui, mais on ne parle que des choses qu'on ne parlait pas d'abord, à mon avis. L'être parlant, c'est aussi celui qui exprime des choses qui n'étaient pas d'abord exprimées. Bien sûr. Et qui n'existaient pas parce qu'elles n'étaient pas exprimées. C'est ça la question. Dans le plan de langage où je me place. Elle m'y existait. Oui, elle m'y existait, si vous voulez. Mais il y a toutes de choses qui m'y existent et qui n'existeront jamais. Vaut mieux qu'elles surexistent. Oui, d'accord, je suis d'accord. Il faudrait voir maintenant comment vous avez choisi ces thèmes. Presque toujours, il s'agit de thèmes intérieurs, de la conscience localisée, de la conscience poétique s'enroulant dans son cocon. C'est le thème des armoires, de la coquille, de la maison, tout un ensemble d'images qui nous enferment dans une vie sédentaire. Alors on pourrait vous opposer une autre conception de la poésie, une conception de plein air, d'exploration. Enfin, oui. Je voulais étudier des images d'espace louangé.
n'est-ce pas? Et actuellement... L'espace heureux. L'espace heureux. Je ne mange que ce qui est bon. Par conséquent, il me fallait étudier des images assez particulières. Je sais bien qu'il y a encore autre chose à faire. Je sais bien, par exemple, qu'il y a des images d'infini. Je sais bien qu'il y a des images de voyage, d'aventure. Ce n'était pas mon problème. L'aventure, c'est aller ailleurs. Les gens qui toujours vont ailleurs ne sont jamais nulle part. Et alors j'ai voulu expliquer au contraire que la conscience a un renforcement quand elle peut vivre dans des espaces privilégiés. Et naturellement, dans le livre que j'ai écrit, c'est surtout de ce côté-là que j'ai cherché des preuves. Il y a ce dernier chapitre qui est très troublant, le chapitre 10 du livre sur la phénoménologie du rond, où vous citez Jaspers, et immédiatement vous citez ensuite Van Gogh, Bousquet, La Fontaine, donc trois poètes à côté d'un philosophe. Il est évident que la plupart des sages ont toujours voulu que la vie devienne cette boule dans laquelle on entre et dont on s'accommode. N'avez-vous pas cherché au fond dans ce livre à trouver un ensemble d'images poétiques qui rendent compte d'une vie intérieure concrète, qui serait la définition de la sagesse telle que Bergson pouvait la donner? Oui, mais la vie d'un bon ménage, la vie d'intimité a besoin précisément de cette rondeur, de cette chaleur intime, une espèce de rondeur. N'est pas, si vous voulez, le sphérique. Je trouvais précisément là la méconnaissance qu'on peut avoir en poésie si on regarde les beautés extérieures, les beautés géométriques. Le fait qu'on puisse parler d'une phénoménologie du rond en s'écartant de toutes les images géométriques, ça m'a beaucoup frappé. Et alors là, j'obtenais bien le divorce de l'activité rationnelle qui veut comprendre qu'une sphère est fermée, et puis les espèces de valeurs de rêve qui ne comprennent rien, mais qui sont beaucoup plus sûrs d'être bien enfermés, d'être bien chez soi. Je suis tout à fait frappé que les philosophes qui nous entourent parlent de l'en-soi, parlent du pour-soi, mais jamais du chez-soi. Ah, le chez-soi, Val. Et mon chapitre sur le rond, qu'est-ce qu'il vous en a dit? Ah bien, j'ai beaucoup aimé ce chapitre comme tous les autres, et j'ai trouvé qu'il faisait un rond avec tout le livre. Et moi, je ne voudrais pas être l'empêcheur de danser en rond. J'ai beaucoup admiré tout ça. Maintenant, ce qui serait assez curieux, ce serait de trouver à l'origine de l'esprit rationaliste, le rêve, de l'esprit poétique. Il paraît peut-être que Parménide rêvait quand il a parlé de la sphère. Oui. Mais alors, il n'était pas bon géomètre, n'est-ce pas? Oui. Et quand il était bon géomètre, eh ben, il n'était pas poète. Oui. N'est-ce pas? La sphère de Parménide, évidemment. Je crois qu'il faut des poètes comme vous, Jean Val, pour la sentir. La commenter dans les cours de philosophie, nous nous en sommes occupés, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'il voulait être chez soi partout. Non, vous savez, il voulait mettre tout l'univers chez soi. Oui. N'est-ce pas? Mais ça, c'est une ambition trop grande pour moi. Pour un rêveur de mots, quel calme dans le mot rond. Comme il arrondit paisiblement la bouche, les lèvres, l'être du souffle. Car cela aussi doit être dit par un philosophe qui croit à la substance poétique de la parole. Et quelle joie professorale, quelle joie sonore de commencer la leçon de métaphysique en rupture avec tous les êtres là, en disant « l'être est rond ». Et puis d'attendre que les roulements de ce tonnerre dogmatique s'apaisent sur les disciples extasiés. Gaston Bachelard, La poétique de l'espace. C'était l'en-soi, le pour-soi, le chez-soi. Gaston Bachelard, Paul Chavas,
1959. Gaston Bachelard, Jean Lescure, Pierre Cipriot, Jean Val, 1957. Document INA, recueilli par Suzanne Legrand. Texte lu par Claude Royer-Journoux. Une émission composée par Michel Cohen, Janine Antoine. Collaboration technique, Claude Jubier. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard. Histoire et formation de l'esprit scientifique, deuxième partie. Archives 1947-1962. Cette semaine, la philosophie du non. C'est donc, à notre avis, au niveau de chaque notion, que se poseraient les tâches précises de la philosophie des sciences. Chaque hypothèse, chaque problème, chaque expérience, chaque équation réclamerait sa philosophie. On devrait fonder une philosophie du détail épistémologique, une philosophie scientifique différentielle, qui ferait pendant à la philosophie intégrale des philosophes. C'est cette philosophie différentielle qui serait chargée de mesurer le devenir d'une pensée. En gros, le devenir d'une pensée scientifique correspondrait à une normalisation, à la transformation de la forme réaliste en une forme rationaliste. Cette transformation n'est jamais totale. Toutes les notions ne sont pas au même moment de leur transformation métaphysique. En méditant philosophiquement sur chaque notion, on verrait aussi plus clairement le caractère polémique de la définition retenue, tout ce que cette définition distingue, retranche, refuse. Les conditions dialectiques d'une définition scientifique différente de la définition usuelle apparaîtraient alors plus nettement, et l'on comprendrait dans le détail des notions ce que nous appellerons la philosophie du non. Gaston Bachelard. Aujourd'hui, la nouvelle physique nucléaire, conclusion provisoire en 3 séquences. Gaston Bachelard, 1948. Nous avons préparé, dans les leçons antérieures, toutes les notions de base susceptibles de servir pour un exposé élémentaire de la philosophie corpusculaire. Tous les corpuscules envisagés par le matérialisme rationnel de la physique et de la chimie moderne seront caractérisés par ce que nous appellerons, pour être bref, les 3 variables matérielles: la masse, la charge électrique, le spin. Nous allons passer en revue la plupart des corpuscules qui jouent un rôle dans l'organisation de la matière, quitte à revenir sur les expériences où ces corpuscules spéciaux se manifestent. Nous avons étudié un peu longuement le corpuscule d'électricité négative dans des conférences antérieures. C'est l'électron. L'électron a une masse caractéristique qui nous servira de masse de comparaison. Nous appellerons cette masse la masse électronique. Il a une charge qui est vraiment l'unité réelle de charge électrique. Enfin, il est caractérisé par des spins que nous avons définis et qui sont toujours des nombres impairs de demi-unités. Ainsi, un électron peut avoir des spins 1,5, 3,5, 5,5, etc., mais jamais un spin 0, 1, 2, 3, etc. N'ayant pas de spin 0, il faut donc que l'électron ait toujours une rotation. Il faut toujours qu'il tourne sur soi-même. Voici maintenant le deuxième corpuscule qui joue un rôle très important dans les doctrines de la matière. C'est le proton. Il représente lui aussi l'unité de charge électrique, mais c'est cette fois l'unité d'électricité positive. L'atome d'hydrogène est constitué par un proton et un électron. L'atome d'hydrogène est le plus simple
des atomes chimiques. Dans l'organisation électrique des substances chimiques, on ne peut rien concevoir de plus simple. La masse du proton est bien plus grande que celle de l'électron. Un proton pèse 1840 fois plus qu'un électron. Quant à son spin, il présente exactement les mêmes possibilités que le spin de l'électron. On a pensé pendant une longue décade, une décade qui vaut un siècle de l'ancienne évolution, et que les deux corpuscules, protons et électrons, suffisaient à expliquer tous les phénomènes de la matière. Mais les expérimentateurs ont découvert successivement deux nouveaux êtres corpusculaires, le neutron et le positon. Le positon est vraiment le corpuscule exactement complémentaire de l'électron au point de vue électrique. C'est l'électron positif. Il a l'unité de charge positive égale aussi près à la charge négative de l'électron. Les deux électrons positifs et négatifs, on dit maintenant les positons et les négatons, ont même masse et même possibilité de spin. Nous n'avons pas pour but, dans ces courtes causeries, de développer en détail toute cette physique corpusculaire, où l'intervention de nouveaux êtres réclame sans cesse, depuis un quart de siècle, des réformes de base. Nous voudrions seulement souligner les leçons philosophiques d'une telle évolution. C'est pourquoi nous allons donner un peu d'attention à la physique d'un élément nouveau, du neutron. Il semble en effet que l'évolution de la pensée scientifique suive un rythme de simplification et de complication. Pendant toute une période, on a cru que le jeu des deux corpuscules proton-électron suffisait pour comprendre la matière. Les philosophes simplificateurs résumaient philosophiquement nos connaissances sur la matière en disant, dans le fond, la matière est électrique, et tout était dit. Mais la découverte du neutron, en 1931, par M. et Mme Joliot-Curie et par le physicien anglais Chadwick, complique tout, remet en question tout l'atomisme électrique. Le neutron, comme son nom l'indique, est un corpuscule neutre. Il n'a pas de charge électrique, ni positive, ni négative. Sa masse est voisine de celle du proton. Il a lui aussi les mêmes caractéristiques de spin que le proton et l'électron. Une nouvelle physique entre donc en scène avec le neutron. C'est la physique nucléaire, la physique du noyau d'atomes, la physique qui conduira à la bombe atomique, qui devrait plutôt s'appeler la bombe nucléaire. Le neutron ne pose pas moins de problèmes à la technique qu'à la pensée théorique. En effet, tant qu'il s'agit d'étudier expérimentalement des corpuscules électriques, on peut se servir d'un appareillage électrique. On peut, par l'intermédiaire des champs électriques, accélérer les mouvements des protons et des électrons. On peut dévier leur trajectoire. Ces moyens d'étude sont inertes à l'égard du neutron. On est donc réduit à étudier techniquement le neutron par ses actions indirectes, par les actions qu'il a sur les corpuscules électrisés, qui sont les véritables corpuscules susceptibles d'être suivis par la technique moderne. Comme le neutron
n'est pas sensible aux attractions et aux répulsions électriques, il a un avantage. Il peut traverser l'intérieur de l'atome chimique sans être arrêté par cette couche d'électrons négatifs qui s'oppose à l'intervention des corpuscules négatifs. Le neutron peut approcher très près du noyau de l'atome, noyau toujours chargé d'électricité positive. Le neutron entre ainsi dans un nouveau champ de force, le champ de force nucléaire, qui était complètement inconnu à la pensée et à l'expérience moderne il y a 25 ans. Il détermine alors un grand nombre de transmutations. En fait, pour opérer une transmutation, pour transformer un élément chimique en un autre élément chimique, par exemple l'étain en antimoine, le fluor en oxygène, il faut changer le nombre de protons ou le nombre de neutrons contenus dans le noyau. Entrent en jeu de très nombreuses expériences techniques résumées dans des équations semblables aux équations des chimistes que nous avons maniées pour être reçus bacheliers. Ces nouvelles équations qui n'abordent pas encore l'enseignement élémentaire sont les équations nucléaires. Gaston Bachelard, 1948. Avec le proton, le neutron, le positon, l'électron, nous avons fait connaissance des corpuscules fondamentaux qui permettent à la science contemporaine d'expliquer un nombre considérable de phénomènes. Il est extrêmement remarquable, au point de vue philosophique, qu'on puisse déterminer deux ordres de phénomènes. En gros, on peut dire que les phénomènes chimiques sont déterminés par des organisations électroniques, c'est l'électron négatif, ou comme on dit parfois le négaton, qui détermine la chimie tout entière. La chimie est ainsi l'étude des phénomènes négatoniques. Le second ordre de phénomènes, c'est la nouvelle physique nucléaire. On l'a construit en suivant maintenant une comptabilité des neutrons et des protons. Les noyaux se trouvent donc des organisations de deux sortes de corpuscules qu'on réunit sous le nom de nucléons. Du fait que tous les noyaux, du point de vue électrique, contiennent des protons, c'est-à-dire des corpuscules chargés d'électricité positive, tous les noyaux sont positivement chargés. En face de la chimie négatonique s'établit donc la physique nucléaire protonique. Mais à cette sorte d'anatomie corpusculaire qui désigne les constituants de la matière, il faut joindre toute une physiologie beaucoup plus difficile à exposer d'une manière élémentaire. Nous allons essayer de montrer les difficultés que rencontre l'interprétation des faits les plus nettement constatés. Nous allons voir la philosophie de l'atome dans l'interprétation de la radioactivité. Quand on examina, il y a un demi-siècle après les découvertes de Pierre Curie, les différentes radiations qui sortaient du radium, on ne tarda pas à découvrir que ces radiations, que ces rayons étaient de trois espèces. On désigna ces rayons
par les 3 premières lettres de l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, manière de faire qui n'engage à rien et que nous avons déjà rencontré dans les premières désignations des raies du spectre. Quelles furent les marques qui distinguèrent les 3 radiations? Ce fut leur réaction à un champ magnétique. Tandis que le rayon alpha était dédié à gauche, les rayons bêta étaient dédiés à droite, et les rayons gamma échappaient à toute déviation. Voilà une désignation expérimentale parfaite. Voyons maintenant l'interprétation corpusculaire. On put bientôt affirmer que les rayons alpha n'étaient autres qu'un flux de noyaux d'hélium, noyaux qui furent connus par la suite comme l'agglomération de 2 neutrons et de 2 protons. Les rayons bêta n'étaient autres qu'un flux d'électrons. Enfin, les rayons gamma, très pénétrants, furent assimilés à des photons, photons d'une énergie radiante caractérisée par une fréquence beaucoup plus grande encore que la fréquence considérable des rayons X. Mais voici maintenant une période de trouble pour la pensée théorique. Au début, tout va bien, puisque le noyau émet des électrons. On pense que ces électrons sont parmi les constituants du noyau. Mais cette pensée simple conduit à des difficultés sans nombre. Et peu à peu, l'accord des savants se fit sur cette conclusion paradoxale. L'électron qui sort du noyau n'était pas dans le noyau avant son expulsion. Il faut donc qu'il y ait création de l'électron à la sortie. Le noyau de radium expulse un corpuscule d'électricité négative alors qu'il ne possède que des charges positives. Mais comme si ces difficultés de philosophie réaliste ne suffisaient pas, le phénomène de l'expulsion des rayons bêta pose des problèmes de plus en plus difficiles. Des problèmes touchant les principes rationnels, comme sont maintenant le principe de la conservation de l'énergie, le principe de la conservation de la charge électrique et le principe plus mystérieux de la conservation du spin. Pour obvier à toutes ces difficultés, on fut amené à l'hypothèse d'un nouveau corpuscule particulièrement étrange, parce qu'il faut lui attribuer une masse nulle et une charge nulle. Des 3 caractères qui nous servent à définir les corpuscules élémentaires, ce corpuscule n'en reçoit que les possibilités de spin. Ces possibilités sont 1,5, 3,5, 5,5, etc. Ce corpuscule a reçu le nom de neutrino. Mais à l'encontre des autres corpuscules définis dans nos leçons antérieures, le neutrino n'a pas été décelé expérimentalement. N'ayant ni masse ni charge, il ne peut guère apparaître dans des expériences mécaniques ou dans des expériences électriques. On voit donc combien son existence est difficile à prouver, puisque tout se prouve mécaniquement et électriquement. Sans doute, une organisation générale des théories régnantes est aidée par l'hypothèse du neutrino, mais est suffisante pour garantir son existence. Et nous voici à nouveau, en conclusion de notre causerie, devant le problème philosophique de l'hypothèse en physique. Alors que le corps des hypothèses corpusculaires était soutenu par des expériences extrêmement précises, l'hypothèse du neutrino reste, il faut bien le dire, aléatoire. Elle peut servir d'enjeu
pour un débat philosophique entre savants réalistes et savants théoriciens. De tels débats nous montrent l'importance et l'actualité d'une philosophie des sciences. Nous consacrerons la prochaine leçon, qui sera la dernière leçon de ce cours, à une revue des problèmes philosophiques que nous avons rencontrés en étudiant l'histoire de l'atomisme. Gaston Bachelard, 1948, conclusion provisoire. Dans la série de conférences que nous terminons aujourd'hui, nous avons parcouru toute l'évolution de la philosophie de l'atome, depuis les intuitions les plus naïves jusqu'aux pensées les plus abstraites, jusqu'aux pensées les plus savantes. Pour tirer les conclusions de cette évolution philosophique, nous voudrions rappeler les grandes lignes de l'histoire parcourue. Au départ, nous avons reconnu que l'atome était formé sur l'image d'un petit corps solide, naturellement insécable, d'où son nom, indestructible, doué d'une forme absolue. Cette forme sert à deux fins. D'abord, elle doit rendre compte des actions des atomes séparés sur nos sens, de sorte que l'atomisme est lié à un véritable sensualisme, à une doctrine de la communication du monde avec le corps humain. Ensuite, les différentes formes des atomes permettent de rendre compte des constructions quasi-géométriques des matières composées. L'atomisme philosophique de Démocrite à Gassendi ne va pas plus loin que ces deux ambitions du sensualisme et de la construction géométrique. Vient alors la grande école moderne de l'atomisme scientifique qui, sous une forme plus ou moins explicite, soutient toute la chimie du XIXe siècle. Cet atomisme scientifique, prudemment étayé sur d'innombrables expériences de laboratoire, s'attache à expliquer toutes les combinaisons des atomes entre eux. On peut dire que les atomes sont ici intéressants parce qu'ils donnent des molécules, parce qu'ils donnent des composés. Une immense tâche de construction de la matière est en action dans tout le XIXe siècle. Cette tâche continue, cette tâche continuera, c'est la tâche du chimiste. Indépendamment de ce matérialisme constructif, fondé sur les combinaisons des 92 éléments chimiques, apparaît dans la physique du XXe siècle une nouvelle science de la matière. C'est la physique nucléaire. Est-elle vraiment, cette physique, une science atomique? Certes, elle possède, elle exploite toutes les connaissances de la chimie atomique, mais elle a un aspect philosophique nouveau, et c'est pourquoi nous avons parlé de science corpusculaire et non pas simplement d'une science atomique. Nous croyons qu'il y a une différence philosophique considérable entre la notion d'atome et la notion de corpuscule. Sans entrer dans le détail, quelques remarques suffiront à faire comprendre cette différence. Nous rappelions qu'au départ, l'atome était considéré comme un petit corps solide. Eh bien, si l'on analyse la notion actuelle de corpuscule, on peut dire d'une manière paradoxale qu'un corpuscule n'est pas un petit corps. Il n'est pas une réduction des corps que nous rencontrons dans la nature. À aucun moment, par exemple,
le physicien ne se préoccupe de la forme d'un proton, de la forme d'un neutron. Il ne vient pas à la pensée du physicien de distinguer les deux corpuscules, protons et neutrons, qui jouent un rôle fondamental dans la physique nucléaire, par leur forme individuelle. Parfois, on lit que l'électron est une petite boule, mais c'est alors qu'on vise à la vulgarisation. Et le physicien au travail n'a pas à former une telle image, il ne pose aucune déduction à la suite d'une telle image. Ces corpuscules ont-ils vraiment des dimensions, et qui n'ont pas une forme? Là encore, il faut lire les livres de science avec une grande prudence, avec un grand esprit de finesse. Un corpuscule est désigné par son ordre de grandeur, plutôt que par ses dimensions, qui, bien entendu, ne peuvent pas être mesurées, ne peuvent pas être connues. On ne peut mesurer, dans la science moderne, que des êtres matériels pluricorpusculaires. On mesure ce qui est construit. On ne mesure pas les éléments de la construction. D'ailleurs, un principe fondamental de la microphysique, le principe de Heisenberg, enlève tout sens à des questions sur la forme des corpuscules. Ces simples remarques qu'on pourrait multiplier nous prouvent bien que nos intuitions de la vie commune ne peuvent plus nous éclairer dans l'étude des phénomènes corpusculaires. En revanche, si l'on sait se débarrasser des fausses lumières de l'intuition naïve, on est mieux préparé à comprendre les problèmes réels, effectifs de la physique actuelle. On sait quel succès expérimental a trouvé la mécanique ondulatoire. Les phénomènes produits par les électrons se présentent sous deux formes. Nous n'avons étudié qu'une. Ces deux formes, quelles sont-elles? La forme corpusculaire et la forme ondulatoire. Pour étudier ce dualisme, il faudrait reprendre toute l'histoire des phénomènes vibratoires. Le problème que nous avons envisagé dans ces courtes conférences était plus simple, du moins au point de départ. L'aspect synthétique de la science moderne ne peut permettre de garder définitivement cette simplicité philosophique. Si le philosophe veut profiter des étonnantes découvertes de la science moderne pour mieux comprendre l'univers et les choses, il lui faut suivre l'exemple du savant et il lui faut travailler. C'était Gaston Bachelard, 1884-1962, Histoire et formation de l'esprit scientifique, rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983. Suivi de Gaston Bachelard bis, archive. Cette semaine, la philosophie du non. Aujourd'hui, la nouvelle physique nucléaire et conclusion provisoire, 1948. Bibliographie disponible sur franceculture.com. Isabelle Mézil, Alexandre Dang, Hervé Evano, Marc Hubert Floriot. Poursuivons le voyage sur France Culture, bravons les éléments, à travers vents et glaces, sous des cieux changeants, allons jusqu'au bout du monde, jusqu'en terres australes.